Bonjour. Alors, je pensais en avoir fini avec l'épreuve du théorème spectral, mais non. C'était sans compter l'énergie de Yann Doumerc, qui m'a envoyé une jolie preuve dans le plus pur style des beaux jours de la pataphysique. Je vais essayer de m'expliquer. Euh, il a essayé de trouver une preuve purement analytique. Jusqu'à présent, l'épreuve repose sur le théorème spectral, ben oui, donc le spectre, donc la diagonalisation, donc la réduction, et on essaye de réduire avec des valeurs propres, des vecteurs propres, des polynômes minimaux comme j'ai fait récemment, des polynômes caractéristiques, etc. Bon, ça, c'est une chose. Euh, D'autre part, il y a un autre style de preuve en utilisant la version forme bilinéaire en quelque sorte, c'est-à-dire que le théorème spectral, son avatar direct, c'est le théorème d'orthogonalisation simultanée de deux formes quadratiques, dont une définie positive. Mais justement, on va faire du théorème spectral sans spectre et de l'orthogonalisation simultanée sans forme bilinéaire. Vraiment, on utilise uniquement de l'analyse, on se sépare de l'algèbre, de la même manière que Georges Perec s'était séparé de la lettre E quand il a écrit son livre La disparition. Voilà. Là, on est dans la disparition de l'algèbre. Alors, évidemment, ça fait penser aussi à l'exercice de style de Raymond Queneau, dont personnellement je suis vraiment fan. Alors dans le même genre, je vous rappelle d'Alembert Gauss, on a C algébriquement clos qui peut se prouver dans plein d'exercices de style, que ce soit avec extension de corps et théorie de Galois, comme je l'ai fait récemment sur cette chaîne, comme je vais le faire bientôt aussi juste avec de la réduction, avec les façons Pierre-Samuel, c'est avec coefficient, relation coefficient racine, une preuve topologique aussi qui est magnifique, des preuves avec l'analyse complexe, bon, plein de preuves avec l'analyse complexe en fait, et l'exercice de style là ne manque pas. Là c'est pareil, on pourrait imaginer, on peut lancer le concours hein, d'ailleurs, voilà, exercice de style, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on peut utiliser l'analyse complexe? En tout cas, l'analyse, c'est normal, à partir du moment où c'est un théorème purement réel, on peut s'attendre à ce que l'analyse seule fasse le job. Hein. Alors, allons-y, théorème. Soit S, une matrice symétrique réelle, il existe une matrice orthogonale U avec US U transposé, bon, qui est forcément égal à US U-1, parce que la matrice est orthogonale, donc la transposée, c'est l'inverse, soit diagonale. Voilà, c'est ça. Et en fait, la diagonale, ça va être juste pris au premier degré, c'est-à-dire que les termes IJ, les termes non diagonaux, sont nuls de cette matrice-là. Bon, voilà. Allons-y pour la preuve, regardez, on va donc, puisqu'on est sur R, considérer B de x pour x une matrice carrée, réelle, égale à la somme des xij carrés pour i différent de j. Ça veut dire que bon, x est diagonale si et seulement si b de x égale 0, bien sûr. Et b est continu. Alors maintenant, on va avoir une application qui va de ON dans R+, et qui a O associe B, O, S, O transposé. Et bien sûr, puisque elle va dans R+, on s'attend à ce que, d'après le théorème, ce qu'on veut, c'est qu'elle s'annule à un moment pour un certain U. Ben oui, mais si elle s'annule, ce sera forcément le minimum puisqu'on est sur R+, et ce U existe de toute façon, ne serait-ce que le minimum. 0, on ne sait pas encore, c'est ce qu'on veut prouver. Mais le minimum, il existe. Donc, il existe un minimum U sur ON, parce que ON est connu pour être compact, c'est un fermé borné, et M est égal à U
SUT, par définition, sera le minimum atteint pour cette fonction-là. Ce qu'on veut montrer, bien sûr, c'est que ce minimum vaut 0. Voilà, que B de M, ici, vaut 0. C'est-à-dire que MIJ vaut 0 chaque fois que I est différent de J. J'appelle MIJ le IJM, coefficient de M. Alors ce qu'on va faire, c'est se ramener à une fonction de la variable réelle. Et pour cela, regardez, je vais utiliser cette matrice de rotation R de T, la matrice de rotation, voilà, c'est la paramétrisation du cercle, si on veut. Et je vais poser O1 de T. Donc ça, c'est une matrice de 2. Je vais faire de cette matrice de 2 une matrice NN en rajoutant 0, 0, IN-2. On est toujours dans ON, bien sûr. Et maintenant, je vais juste restreindre cette application à ceci, mais sur M. Voilà. Donc je regarde l'application qui a T, donne B de O1T M O1T transposé. Finalement, c'est ce que je vous disais, c'est une restriction de cette application-là. D'accord? Parce qu'ici, vous avez O1TU, O1TU transposé ici, avec S au milieu, puisque par définition de M. Voilà. Et donc, je sais que pour T égale 0, ici, eh bien, j'aurai M. D'accord? Pour T égale 0, j'ai l'identité pour O1, 2 de 0 est égal à l'identité, donc je vais retrouver M, donc je vais avoir un minimum. Donc cette fonction-là, je sais qu'elle atteint un minimum en T égale 0. Bon, ce qui veut dire finalement que sa dérivée première va s'annuler en 0, puisqu'elle est dérivable, c'est pour ça que j'ai pris cette fonction, parce qu'elle est dérivable, j'aurais pris la valeur absolue, ça aurait été moins fun. Et la dérivée seconde, eh bien, elle est positive, puisque c'est un minimum. Voilà. Alors, allons-y. On va essayer de calculer, finalement, cette dérivée et cette dérivée seconde, et on va écrire que la dérivée est nulle en 0 et que la dérivée seconde est positive en 0. Alors, bon, ce qui est finalement une façon de parler du minimum sur une fonction de la variable réelle. Donc, on fait un petit calcul. Comme j'ai une structure par bloc de O1 de T, je vais écrire la même structure par bloc pour M, avec M1, M2, X, qui va être une matrice rectangulaire cette fois-ci, et là, ici, ça transposé, parce qu'il ne faut pas oublier que M est une matrice symétrique, parce que S est symétrique, regardez. Et ici, on a un bloc de 2, et là, on a un bloc N-2. Bien, alors quand on va regarder justement ceci, avant de passer par B, je vais regarder juste la matrice, je fais le calcul, le calcul par bloc va me donner ici O1 de T, M1, O1 de T transposé. Bon, j'ai mis moins T, mais T transposé ici, ça suffit. Ici, ici, j'aurai O1 de T fois la matrice X, et là, exactement, ça transposé. Et là, comme j'ai l'identité, je vais garder M2. Donc, regardez, maintenant, je le fais en deux temps, d'accord, je calcule ça, maintenant je vais passer par B, c'est-à-dire cette fonction-là. Alors, il faut bien voir que cette fonction ne prend pas en compte les termes diagonaux. Donc ici, je vais avoir B de O1 de T, M1, O1 de T transposé. Parce que c'est un bloc diagonal. Ici, je vais avoir B de M2 aussi, parce que c'est un bloc diagonal. Mais B de M2 ne dépend pas de T. Donc je vais le mettre dans les constantes. D'accord? Parce que comme je vais être amené à dériver, je me débarrasse de tout ce qui ne dépend pas de T. Et ici, alors là, quand je vais faire la somme des x carrés, ici, il n'y a pas de termes diagonaux. Donc tous les coefficients ici correspondent à des i différents de j. Mais là, cette matrice-là, c'est une matrice, donc si on regarde x
comme des vecteurs colonnes, eh bien, cette matrice, c'est les mêmes vecteurs colonnes, on va les appeler xj, mais transformés par une matrice orthogonale. Donc, comme ils sont transformés par une matrice orthogonale, forcément, la norme au carré reste la même. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas de t, et que ici, quand on va faire donc la somme des coefficients au carré, on va avoir quelque chose d'indépendant de t. Et ici, pareil, parce que c'est la transposée, donc en fait, on a deux fois la même chose. Donc, vous voyez que maintenant, quand on passe par B, il n'y a plus que ce petit calcul à faire. Vous voyez, c'est ça la pierre angulaire en fait, de la preuve, finalement. Alors allons-y, on fait ce calcul, ça c'est les constantes, donc on s'en fiche dans la dérivée, ça ne nous donnera aucune contrainte. Et là, on fait le calcul général de ça. Donc ici, M1, je vais l'appeler A, B, B, C, parce qu'il y a deux fois le nombre B, parce que M1 est symétrique, puisque M est symétrique, que M1 est un bloc diagonal. Donc ici, je vais faire ce calcul-là, d'accord, qui est finalement ce qu'on a là. Et ce calcul-là, je n'ai pas besoin des termes diagonaux, puisque je vais devoir regarder B de ça, c'est-à-dire la somme des carrés des termes non diagonaux. Donc finalement, 2f de t carré. D'accord ? Et maintenant, que vaut f de t ? Eh bien, il vaut, alors on fait le calcul, et avec un minimum de trigonométrie, parce qu'on va avoir du cosinus fois sinus, donc 1/2 de sinus de t, et on va avoir du cosinus carré moins sinus carré, donc du cosinus de t, et on va tomber sur 1/2 de a moins c sinus de t plus b cosinus de t. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Eh bien, il faut calculer 2f de t carré, puisque ça va être ceci, et il va falloir calculer la dérivée de, donc finalement de f de t carré, hein, ça suffit, en 0, et la dérivée seconde. Donc, finalement, puisque c'est juste en 0, autant faire un développement limité. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, donc allons-y, on va regarder donc la dérivée de 2f de t carré, donc juste en fait f de t carré en 0 et la dérivée seconde, donc finalement le développement limité en 0 à l'ordre 2 de f de t carré. Donc f de t carré, ça va être ça, regardez, sinus de t sur 2, en 0 c'est juste t, donc t facteur de 1 moins c, cosinus de t, ça va être 1 moins 2 t2, là on élève au carré, qu'est-ce qu'on obtient ? Alors le terme constant, on s'en fiche un peu, mais on va le calculer quand même, ça va être b carré, ici. Le terme en t, ici, il va venir du double produit qu'on obtient ici, ça va faire 2a moins c facteur de b, du double produit et avec le 1 ici. Le terme en t2, alors on va avoir un terme en t2 qui vient du carré de ça, donc a moins c carré, et le terme en t2 qui vient du carré de ça quand on développe ici le carré de ça. Donc ça va faire moins 4b2. Voilà, ça va être le terme t carré, et petit o de t2. Voilà. Ce qui veut dire que, on a dit que la dérivée était nulle, bon, que ce soit la dérivée de 2f carré ou de f carré, c'est pareil, la dérivée était nulle en 0, et que la dérivée seconde était positive, puisqu'on avait un minimum. Donc ici on a a moins c b qui est égal à 0, et a moins c carré moins 4b2 qui est positif. Donc ici, soit b égale 0, mais b, ça veut dire que c'est le terme m12 qui est égal à 0. D'accord ? Bon, déjà, ça fait un terme nul. Hein. Et maintenant, un terme non diagonal, nul. Et maintenant, soit a moins c est égal à 0. Mais si a moins c est égal à 0, ici on a 0, c'est moins 4b2 est positif, donc ce qui veut dire que b est forcément égal à 0. Donc dans tous les cas, b, c'est-à-dire m12, est égal à 0. Pourquoi on est tombé sur m12 égal à 0 ? Évidemment parce que on a pris la matrice O1 de t.
Maintenant, on pourrait faire la même chose avec une matrice OIJ de T avec I différent de J. D'accord? Bon, ce ne serait pas compliqué à faire, hein? D'accord? Vous faites quoi? Vous allez prendre en I, vous allez prendre ici cosinus T, en I, en J, donc sur la diagonale, hein, donc I et I. Là, vous avez I, J. I est strictement plus petit que J. Donc ici, vous allez avoir cosinus T, sinus T, moins sinus T. Vous allez mettre que des 1. Et encore une fois, vous allez avoir une matrice orthogonale. Et de la même manière, bon, ça peut se dire avec des matrices de permutation, mais là, vous en déduisez de la même manière que NIJ est égal à 0 pour I différent de J. Donc bref, on a trouvé, pour cette matrice U, cette matrice U est bien diagonale. Voilà, bon, c'est joli tour de force, parce que c'est pas évident pour un théorème aussi célèbre que le théorème spectral de trouver des nouvelles preuves. Alors je ne sais pas si c'est une preuve totalement nouvelle, en tout cas, elle a été trouvée ou retrouvée par Yann Doumerc, que je félicite de ça. Faut y croire, il faut aller jusqu'au bout hein, du truc. Le problème avec ces théorèmes hyper connus, sur lesquels tout le monde est passé, eh bien, c'est que on se sent pas forcément, faut quand même avoir une certaine foi en soi-même pour se dire, je vais y aller, je vais rentrer dans cette preuve et je vais faire quelque chose de nouveau. Et là, dans un style purement analytique, c'est vraiment élégant. Alors, on peut remarquer, pour finir, que toutes les preuves qu'on a eues dans notre enfance de ce théorème-là sont des preuves qui utilisent une récurrence sur la dimension. Et là, on n'a pas utilisé non plus de récurrence sur la dimension. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que, justement, ces récurrences nous donnaient des vecteurs propres 1 à 1. C'est-à-dire qu'on prenait un vecteur, on trouvait un vecteur propre, soit par l'orthogonalisation simultanée, où là, effectivement, on cherche un minimum de quelque chose, donc c'est comme ça que c'est fait dans mon carnet de voyage en algébrie, par exemple, soit par le théorème spectral, où on va regarder les choses dans C, hein, et puis ensuite on va obtenir un vecteur propre pour une valeur propre réelle, mais dans C qu'on va ramener dans R, et ensuite on prend l'orthogonale de ce vecteur propre pour la forme, le produit scalaire canonique, et on fait une récurrence. Voilà. C'est comme ça qu'apparaissent les récurrences dans ces preuves-là. Mais là, en fait, on n'a pas besoin de récurrence parce que la matrice U est donnée par bloc. Vous voyez, elle est donnée en un bloc. On a tous les vecteurs propres en même temps dans cette matrice U qui correspondent à un minimum qui est en lien avec les minimums que l'on cherche à une certaine fonction dans la preuve classique de l'orthogonalisation simultanée, telle que vous pouvez en voir 2 spécimens dans Carnet de voyage en Algérie. Donc, donc on remercie une dernière fois Yann Doumerc pour avoir partagé cette jolie preuve, et j'espère que vous serez aussi émerveillés que moi.